On démarre tout de suite avec le débat, Olivier Faure. C'est 200 000 personnes qui l'ont regardé, ce débat du Parti socialiste à la télévision. C'est 4 fois plus que d'habitude sur LCI. Mais en même temps, c'est pas beaucoup en termes de téléspectateurs. Est-ce que c'est encourageant ou déprimant pour vous qu'il ait été vu que par 200 000 personnes? Écoutez, cette question me surprend parce qu'en réalité, pour tout le monde, c'est plutôt un succès. Là où on imaginait un Parti socialiste qui n'intéressait plus personne, voilà que on a une audience qui est 4 fois supérieure à ce que sur cette tranche-là. Mais vous reconnaissez LCI 200 000 reconnaît personnes, jusqu'ici. c'est pas énorme. Mais on ne compare pas par rapport. C'est comme si je disais ce matin, combien sommes-nous à regarder Territoire d'Info aussi. D'un seul coup, on se rendait compte qu'il y avait des centaines de milliers de personnes en plus, on se dirait qu'il se passe quelque chose. Alors sur votre prestation, les commentateurs ont trouvé parfois que vous pouviez être un peu en retrait. Alors est-ce que c'est dû à votre position? Parce que vous êtes celui qui avait le plus de soutien, de Martine Aubry jusqu'à l'aile droite du Parti socialiste. Sur François Hollande, sur son bilan, vous dites des choses positives et des choses négatives. Vous portez une nouvelle synthèse. Est-ce que ça manque pas de tranchant? Mais ça, c'est un truc de journaliste, pardon de le dire. Mais vous voulez du sang. Vous voulez qu'on s'affronte, vous voulez qu'on se batte, vous voulez qu'on aille jusqu'au bout, qu'on se morde. Et les militants, vous croyez que, et y compris nos électeurs, est-ce que vous ne croyez pas qu'ils sont lassés par ces années où ils nous ont vus nous abattre les uns contre les autres, nous combattre en permanence? Je crois qu'ils sont franchement lassés de cette situation où un socialiste, quand il parle à un socialiste, c'est pour l'engueuler, pour le contredire, pour effectivement se mettre face à lui. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est des gens qui puissent se retrouver. Moi, je suis fier, je suis très fier même, d'avoir des gens qui se sont combattus parfois sévèrement, mais qui ont enfin envie de se retrouver. Et qui ont envie de dire, oui, nous avons des différences, ça peut arriver. Mais enfin, est-ce que nos différences entre nous sont plus fortes que celles que nous avons avec Emmanuel Macron, avec Jean-Luc Mélenchon, avec Laurent Wauquiez, avec Marine Le Pen? La réponse est évidemment non. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous devons nous rassembler. Est-ce que vous croyez que dans notre histoire, quand nous avons gagné, nous l'avons fait comment? Quand nous nous sommes rassemblés. Si nous voulons demain rassembler la gauche, il faut commencer par rassembler ce Parti socialiste. Et si nous devons rassembler la gauche, c'est pour rassembler après-demain une majorité de Français. Donc c'est la raison pour laquelle ce rassemblement est utile. Pour vous rassembler, il faut quand même un message fédérateur. L'un des messages que vous avez justement pour incarner le nouveau PS, c'est avoir quand même une attitude un peu offensive. Et parmi cette offensive, vous attaquez le président de la République, Emmanuel Macron, en disant que c'est le président des riches. Certes, mais quand vous avez le soutien comme le commissaire européen Pierre Moscovici, est-ce que c'est pas une manière de brouiller un peu votre image? Mais d'abord, moi, j'ai un discours qui est clair depuis 9 mois. Je suis président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée. Personne ne peut me mettre en cause. Depuis le premier jour, je suis dans l'opposition. J'ai été élu contre une candidate de La République En Marche et je n'ai jamais varié. Donc, vous êtes abstenu sur le vote de confiance. Je me suis abstenu sur le vote de confiance en expliquant à la tribune, à Versailles comme au Palais Bourbon, les raisons de cette abstention, en expliquant que c'était tout simplement une façon de dire que nous n'étions pas dans une opposition pavlovienne, mécanique, que nous voterions ce qui allait dans le bon sens, mais qu'en revanche, nous nous opposerions fermement à tout le reste. C'est ce que nous avons fait. Ce serait quand même ridicule que de dire qu'on est systématiquement contre tout. Donc voilà la raison pour laquelle nous l'avons fait. Et je rappelle que j'ai cherché à cette époque-là à rassembler un groupe qui était très divisé, avec des gens qui avaient été élus dans des conditions très différentes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cherché quel était le point commun. Et cette façon de faire, elle a permis quoi justement? Parce que vous dites toujours la synthèse. Mais cette synthèse, cette façon de chercher à rassembler les gens, ça a permis quoi? Ça a permis d'avoir un groupe, justement, d'avoir un groupe qui s'oppose aujourd'hui. Justement, est-ce que cette synthèse n'est pas à l'origine de la chute de François Hollande? Mais vous pensez vraiment ce que vous dites? Je vous pose la question. Mais non, mais écoutez, est-ce que vous pensez que pendant le quinquennat que nous venons de vivre, nous avons vécu un moment de synthèse? Vous pensez qu'on a vraiment vécu un moment de concorde absolue entre les socialistes? C'est tout l'inverse qui s'est produit. Et c'est bien le problème, c'est que nous avons eu des gens qui se sont opposés pendant 5 ans et qui n'ont jamais réussi à faire autre chose que brouiller leur propre message. Sauf dans la première partie du quinquennat. Et les autres. Olivier Faure, une réaction sur cette phrase d'Emmanuel Morel, le candidat de l'aile gauche du Parti socialiste, qui a dit « Emmanuel Macron, nous lui avons fait la courte échelle, c'est notre créature, et aujourd'hui, on s'en mord les doigts ». Est-ce qu'il a raison ou pas? Mais il a en partie raison quand il dit qu'il vient d'un gouvernement qui était socialiste. Maintenant, est-ce que nous lui avons fait la courte échelle? Certains lui ont fait la courte échelle, pas tous. Certains, c'est-à-dire?
il y a des gens qui sont partis avec lui. Il suffit de regarder la composition du gouvernement actuel pour comprendre qu'il y avait des socialistes qui ont Alors pensé à un justement, moment est-ce que donné vous êtes surpris qu'il du pouvait départ être, de M. Le Drian, qui a annoncé hier son départ du Parti Socialiste après 44 ans de bons et loyaux services? Comment pourrais-je être surpris alors qu'il est au gouvernement d'Emmanuel Macron? D'accord, pas d'autres commentaires. Il a dit qu'il Bah était non. déçu. Il est parti en disant « je suis déçu du PS ». Vous comprenez sa réaction? J'imagine qu'il est déçu du PS, autrement il serait resté. Et j'imagine que s'il avait pensé que c'était avec nous qu'il fallait continuer, il n'aurait pas été dans ce gouvernement d'Emmanuel Macron. La révision constitutionnelle, vous êtes donc président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, ça vous concerne. Le gouvernement envisage de réduire le droit d'amendement en fonction de la taille des groupes parlementaires. Vous êtes président de groupe, je le disais. Quelle est votre réaction là-dessus, particulièrement? C'est un scandale. Un scandale. Vous vous rendez compte que, y compris dans la Constitution actuelle, nous avons un droit d'amendement qui est un droit d'amendement personnel, qui ne dépend même pas du groupe. Bien sûr qu'on peut s'auto-discipliner et accepter une discipline de groupe. Mais le droit d'amendement, il est individuel. C'est-à-dire que demain, on vous dira, mais écoutez, monsieur Faure, vous êtes socialiste, vous avez le droit à 3 amendements. Vous êtes En Marche, vous avez le droit à 10 amendements. Non mais... Est-ce que c'est pas une façon d'éviter l'obstruction et d'essayer au moins d'accélérer la procédure législative? Mais est-ce que, franchement, est-ce que on peut ne pas rentrer systématiquement dans les arguments qui sont des arguments fallacieux? Est-ce que vous avez observé une seule fois dans cet exercice, ou même dans le précédent, de l'obstruction? L'obstruction, c'était quoi? C'était parfois de passer 1 mois et demi, 2 mois sur un texte. Il n'y a pas une seule fois où nous avons passé plus d'1 semaine sur un texte. Et vous pensez que maintenant, il faudra aller plus vite encore? 1 semaine, c'est-à-dire 3 ou 4 jours de séance. Alors comment vous l'expliquez? C'est une volonté autocratique? Mais c'est une volonté à chaque fois de brider le Parlement. Toute la réforme qu'il essaie de mettre en place aujourd'hui, elle a pour unique objet de faire en sorte que de brider le Parlement et de déséquilibrer un peu plus les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Alors vous devez être déçu des résultats du sondage qui a été publié notamment ce matin dans le Figaro, qui dit que ces réformes constitutionnelles sont quand même plébiscitées par les Français, que ce soit 9 Français sur 10 qui sont favorables à la réduction des parlementaires. On a aussi 86% qui pensent qu'il faut limiter le nombre de mandats et 73% sont favorables à un référendum. Donc d'une certaine manière, il crédibilise un petit peu le message d'Emmanuel Macron. Et c'est vous qui disiez aussi que la politique, c'est une histoire d'offres. Donc finalement, c'est M. Macron qui est dans le vrai, d'une certaine manière. Là encore, en l'occurrence, c'est pas une histoire d'offres, c'est une histoire de quelqu'un qui vit avec les sondages sous les yeux et qui se demande quelle est la demande. Et qui se dit, finalement, qu'est-ce que je peux offrir en pâture aux Français, sinon les élus? Voilà, les élus, c'est parfait. Il suffit de dire que c'est les boucs émissaires de toute la misère de notre pays, et donc c'est vers eux que je détourne la colère. C'est ce qu'il est en train de faire. Non, je ne suis pas contre, mais il faut comprendre que c'est un ensemble, une constitution, c'est pas seulement une mesure. Et donc quand on prend les mesures isolément les unes après les autres, ce sont des tubes. C'est dans le programme du Parti Socialiste. Mais je viens de dire que je n'étais pas contre, je dis simplement que le problème c'est le cumul. Quand vous allez faire en sorte que vous avez déjà le quinquennat, un calendrier inversé, avec des députés qui dépendent très largement en fait, du vote à l'élection présidentielle et qui sont dépendants du pouvoir exécutif. Ils ne cumulent plus de mandats, donc il n'y a plus d'ancrage. Demain, ils auront des circonscriptions qui seront 2 fois plus grandes puisqu'on va réduire le nombre de circonscriptions. Donc ils n'auront plus aucun lien avec leur territoire. Et puis après, vous dites, on met aussi de la proportionnelle pour pouvoir corriger un peu. Et donc on a un système à l'italienne ou à l'allemande, dont on voit ces jours-ci ce qu'il apporte. Et puis après, vous dites, eh bien on ne va pas cumuler dans le temps. Et donc vous n'aurez pas de possibilité, y compris d'avoir des gens qui peuvent exprimer des paroles fortes parce qu'ils sont là depuis longtemps et qu'ils peuvent être un point d'entrée pour une opposition, soit dans la majorité, soit dans l'opposition précisément. Et donc on voit bien que là, on est dans une volonté qui est une volonté d'écrasement du pouvoir législatif. Alors je comprends très bien que les Français, quand on leur demande « est-ce que vous voulez moins de députés ?», ils disent « oui », mais si on leur demandait s'ils voulaient moins de journalistes, ils diraient « oui » aussi. Parce qu'en réalité... Non mais, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que vous êtes trop payés, et moi aussi. Revenons au Parlement. Ici, on est au Sénat. Or, le gouvernement a eu recours il y a 2 jours à ce qu'on appelle le vote bloqué, c'est-à-dire il a contré une proposition de loi communiste sur les retraites, sur la revalorisation des petites retraites agricoles. Là aussi, vous dites coup de force, antidémocratique. Quelle est votre réaction? Mais oui, bien sûr. Vous vous rendez compte que sur un sujet comme celui-là, ils aient pu procéder par vote bloqué? Comment est-ce qu'on peut accepter cette rationalisation du Parlement, alors même qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale et qu'ils n'ont besoin de rien pour pouvoir, en réalité, avancer? Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont les maîtres du jeu. Là, pourquoi ils l'ont fait? Parce que, en fait, il y avait une proposition qui avait déjà été adoptée
et donc par les socialistes, et ils ne voulaient pas pouvoir avancer sur ces retraites agricoles. Revenant d'ailleurs sur tous les engagements pris par le président de la République. C'est comme 400 ça. millions d'euros, il disait, on ne va pas commencer à faire des chèques secteur par secteur. Ça, vous pouvez comprendre. Ah, mais je peux comprendre à une condition, c'est qu'on ne verse pas 5 milliards par an, comme c'est le cas depuis le budget, pour les grandes fortunes. Vous avez vu hier les chiffres annoncés par le journal Le Monde 93. sur 93 milliards de profits pour les entreprises du CAC 40. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, ça nécessite un peu de se poser des questions Non, et mais de Les meilleurs penser chiffres depuis au 10 ans. partage- Les meilleurs chiffres depuis 10 ans. comme vous dites. Absolument. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se poser la question de savoir comment on partage la richesse produite? Est-ce que forcément, il faut continuer à dire que ceux qui sont très riches et qui sont peu nombreux doivent avoir 5 milliards de plus par an, pendant que ceux qui, effectivement, on le sait bien, retraite agricole, ce sont des gens qui, souvent, ont vécu leur vie avec des revenus qui étaient inférieurs au SMIC. alors Et on justement, leur dit le à ceux-là, 400 millions, c'est trop. Un mot concret sur l'actualité du jour, c'est les privatisations. Coup d'envoi des privatisations. Le gouvernement va céder la majorité dans Aéroports de Paris, sans doute aussi dans la Française des Jeux. Vous Alors que comprenez le gouvernement précédent était contre. Eh bien, j'étais favorable à ce que disait le gouvernement précédent. Parce que la Française des Jeux, vous vous rendez compte que on est en train de vendre le loto. C'est-à-dire le truc le plus rentable de France. On l'avait fait avec Et- les autoroutes. Eh bien, précisément, Villepin l'avait fait avec les autoroutes. Et est-ce que vous êtes contente du résultat? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce moment-là, nous avons bradé, en fait, une machine à cash? Eh bien, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent donner à je ne sais qui cette machine à cash, et alors même qu'elle sert aujourd'hui à faire rentrer de l'argent dans le budget de l'État, et qu'elle sert aussi à financer notamment les associations sportives. Donc, on est quand même dans un monde, dans un univers qui est très difficile à comprendre. C'est quoi la politique d'Emmanuel Macron, si ce n'est systématiquement de déplacer l'argent vers ceux qui n'en ont pas besoin, et y compris de brader un Vous n'êtes pas un patrimoine peu qui est un patrimoine caricatural, commun. là? Caricatural, mais en quoi suis-je caricatural? La Française des Jeux, c'est une machine à cash. Et cette machine, Non, mais en disant c'est que vous qui l'avez Emmanuel payée. Macron, Ce sont les Français qui l'ont payé. C'est le patrimoine commun. Aéroport de Paris, c'est la même chose. Et donc, si ça sert à je comprends très bien qu'à un moment donné, on puisse se demander où trouver de l'argent. Mais est-ce que la priorité, c'est de vendre les bijoux de famille pour pouvoir trouver de l'argent? Vous êtes un député francilien. Dites-nous un mot quand même d'Anne Hidalgo, parce qu'elle est... il y a une sorte... Est-ce qu'il y a un Hidalgo bashing actuellement, d'après vous? Bah, je crois que c'est clair. Alors, Et est-ce que vous, politiquement, elle a pris position pour personne dans ce congrès, et même, elle semble implicitement tendre la main aux macronistes pour les prochaines municipales. Ça vous choque, cette évolution? Moi, c'est pas comme ça que je le comprends. Moi, je comprends que elle est aujourd'hui effectivement l'objet d'attaques nombreuses sur la politique qu'elle conduit. Et la politique qu'elle conduit est une politique que je trouve juste. Elle cherche à faire en sorte que la capitale, Paris, soit le signal d'un mouvement que je souhaite, moi, plus général, en Île-de-France et même dans toute la France, pour aller vers une société qui soit plus économe sur le plan énergétique et qui permette de faire en sorte que la question environnementale ne soit plus une question que l'on traite dans les colloques, mais une question que l'on traite dans la vie quotidienne. Parce que, y compris, la question environnementale est une question qui est très liée à la question sociale. Et que ceux qui souffrent le plus aujourd'hui de la malbouffe, de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, ce sont les ménages les plus modestes. Et donc, il faut avoir une attention, j'allais dire, sans fin et sans trêve sur ce sujet-là. Il faut faire en sorte que le signal adressé soit un signal qui soit continu. Expliquer, par exemple, aux constructeurs automobiles que l'avenir ne peut pas être le diesel. C'est ce qu'elle a fait et c'était une bonne chose. Olivier Faure, vous avez pointé une fédération, celle des Bouches-du-Rhône, en parlant de pratiques opaques, de fausses cartes d'adhérents. Est-ce que vous êtes rassuré depuis? Vous aviez indiqué qu'il y avait des trucages dans certaines sections et que le PS n'avait toujours pas changé. À quelques jours du premier tour, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, ce que je dis, et ce que j'ai dit dans ce congrès, c'est que Marseille est la deuxième ville de France. C'est une grande ville, c'est une belle ville. Une ville qui souffre, y compris de la réputation de certains de ses élus ou de celles et ceux qui font de la politique. Et que je voulais rompre avec tout système qui confine à l'escroquerie démocratique. Et donc, que je choisissais dans ce département, alors que j'aurais pu faire le choix de la facilité, faire le choix de la majorité actuelle départementale. Eh bien non, j'ai fait le choix de quelqu'un qui est minoritaire,
qui s'appelle Benoît Payan et qui est celui qui a rompu avec ces pratiques. Et j'ai fait ce choix parce que je voulais adresser un message à tous les militants et leur dire la renaissance à laquelle j'aspire, c'est pas demain. Moi, je dis pas aujourd'hui, c'est les règles du vieux parti, puis on verra pour la suite. Non, moi, je dis tout de suite, j'adopte des règles qui sont celles que je veux voir adoptées pour l'ensemble du Parti socialiste. Je souhaite que nous ne puissions plus jamais avoir à rougir d'un résultat où que ce soit. Et donc, je souhaite que la transparence soit absolue et que les résultats dans cette fédération soient aussi clairs qu'ils le sont dans les autres. Et vous êtes rassuré maintenant ? Je ne sais pas si je suis rassuré. On verra comment les choses se déroulent. Et je souhaite qu'elles se déroulent dans la meilleure des façons. Mais en dénonçant de telles... Merci, c'est fini. Merci Olivier Faure. Juste un mot sur Jean-Marc Ayrault. Vous avez été proche de lui. C'était le Premier ministre de la gauche plurielle. Vous avez des nouvelles de lui ? Je l'ai de temps en temps au téléphone et nous sommes amis dans la vie.